Bonjour à tous, il m'est venu l'idée de faire une petite vidéo sur le sujet des pensions alimentaires parce que c'est un sujet dont on n'a pas tellement entendu parler entre les 49.3 et autres actualités chaudes. Et pourtant, selon les chiffres disponibles, ce sujet concerne très directement environ 800 000 familles. Deux modifications au moins sont en cours, l'une concerne les montants et l'autre la fiscalité. On va commencer par la fiscalité. Une proposition de loi sur la fiscalité des pensions alimentaires a été déposée le 23 août dernier à l'Assemblée nationale par Aude Luquet, qui est une députée centriste du MoDem. Sauf erreur de ma part, le texte a été adopté en première lecture le 6 octobre. Dans son texte, elle propose de défiscaliser les pensions alimentaires dans la limite d'un plafond annuel de 4 000 € par enfant et de 12 000 € maximum par famille. Ce qui constitue un changement profond, c'est que d'une part, le parent bénéficiaire de la pension alimentaire n'aura plus à la déclarer comme un revenu imposable, et d'autre part, le parent qui paye la pension alimentaire ne pourra plus la déduire de ses revenus imposables, sauf si les pensions dépassent le plafond prévu. Dès que ça parle de fiscalité, le sujet paraît toujours très compliqué, mais ici je vais résumer à l'extrême pour faire ressortir ce qui est important dans cette nouvelle évolution. En France, traditionnellement, vous payez des impôts sur le revenu parce que vous avez des revenus. C'est logique, tellement logique que c'est dans le nom des impôts sur le revenu. D'ailleurs, ça s'applique à tous les types de revenus. Si vous êtes salarié, votre salaire est considéré comme un revenu. Si vous êtes rentier et que vous touchez des loyers, vos revenus sont vos loyers. Si vous faites du trading de crypto-monnaies en pyjama dans votre chambre, vos gains sur les crypto-monnaies sont imposables. Tous ces gains ne vont pas rentrer dans la même catégorie exacte de déclaration d'impôt, mais dans l'idée, si vous avez des revenus, vous êtes imposable. Corollaire logique du point précédent, si vous avez des frais incompressibles qui réduisent vos revenus, vous pouvez les déduire de vos revenus imposables. Par exemple, si vous êtes rentier et que vous devez entretenir votre appartement loué, les frais des travaux se déduisent de vos revenus. C'est dans cette logique qu'on a décidé que le parent qui paye la pension doit enlever la pension de ses revenus imposables et que le parent qui reçoit l'argent doit le déclarer comme un revenu. Le parent qui paye n'a aucune raison de payer des impôts sur le revenu qu'il ne peut pas utiliser. Le parent qui reçoit de l'argent devrait a priori le déclarer comme une source de revenus au même titre que toutes les autres sources de revenus, que ce soit un salaire, que ce soit des aides, que ce soit je ne sais pas quoi. La deuxième chose de base que je dois rappeler, c'est que imposable ne veut pas dire imposé. Pour cette année, le seuil pour commencer à payer des impôts est de 15 547 € pour une personne seule et de 20 659 € pour une personne seule avec un enfant à charge. Au-dessous de cette valeur, qui correspond grosso modo à 1 700 € par mois pour une personne avec enfant, aucun impôt n'est prélevé. Vous êtes imposable mais vous n'êtes pas imposé. Jusqu'ici, la situation était donc la suivante. Le parent qui recevait la pension alimentaire devait considérer que la pension alimentaire était un revenu et donc potentiellement payer des impôts. Et c'est là qu'intervient la proposition de loi que je vous cite. Elle suggère littéralement d'inverser les choses. Le parent qui paye des pensions alimentaires ne pourra plus déduire les paiements de ses revenus, quand bien même il ne peut pas utiliser ses revenus comme il le souhaite. Le parent qui reçoit des pensions alimentaires pourra défiscaliser ses revenus jusqu'à un plafond de 4 000 € par enfant, dans une limite de 12 000 € par an. Parlons maintenant de la deuxième évolution qui concerne le montant des pensions. Elle doit s'appliquer à partir du mois qui vient, mais je trouve étonnamment peu d'informations juridiques concernant sa mise en œuvre exacte. De ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est la mise en pratique d'une promesse gouvernementale de septembre qui consiste à revaloriser les pensions planchers de 116 à 174 € par enfant et à prendre en charge les impayés par la CAF pour une enveloppe totale de 900 millions d'euros. Cette hausse de 50% de la pension minimale paraît phénoménale, sachant que, mis à part une inflation transitoire apparemment de moins de 10%, on nous assure que depuis une dizaine d'années, le coût de la vie est demeuré stable. C'est à se demander si on ne nous aurait pas un peu embelli la situation sur l'inflation. Mais surtout, cette hausse est à mettre en regard des salaires. Est-ce que les salaires ont monté à ce point pour permettre à des parents de payer des pensions 50% plus élevées? Je crains que la réponse soit négative. Je voudrais insister sur la mise en place du processus un instant. À l'heure où j'écris ce script, je ne suis pas en mesure de vous expliquer comment cette hausse va se mettre en place. J'ai contacté un juriste qui m'a expliqué que c'était très probablement une recommandation de minimum à destination des juges aux affaires familiales. En gros, il existe une grille indicative pour suggérer un montant pour une pension alimentaire en fonction des salaires, et c'est cette grille qui serait modifiée.
Ceci ne signifie pas qu'automatiquement les juges aux affaires familiales vont suivre la grille et donc il pourrait y avoir un peu plus de souplesse dans la pratique que l'annonce qui nous est faite. À surveiller, donc. Jusqu'ici, je vous ai fait une simple explication de l'actualité et une présentation factuelle des enjeux. J'ai en particulier pris soin de conserver un langage neutre et inclusif, une fois n'est pas coutume, à l'inverse de tout ou presque de ce qui a été écrit dans la presse grand public. Car oui, la presse n'a que rarement parlé d'évolution de pensions alimentaires ou de parents receveurs et donneurs, mais d'un coup de pouce aux mères célibataires, d'un geste attendu pour les mères isolées ou autres équivalents. Dans la tête de la presse, cette thématique est bel et bien genrée, comme diraient certains sociologues. Étonnamment plus genrée que des personnes enceintes pour le planning familial ou des personnes qui menstruent pour des publicités. Et pour cause, on peut tourner autour du pot pendant des heures, on ne peut ignorer ce que nos amis britanniques appelleraient l'éléphant au milieu de la pièce. Pour beaucoup de gens, une personne qui reçoit une pension alimentaire s'appelle une mère célibataire et une personne qui la donne un ex-mari. L'inverse relève de la curiosité journalistique, voire de la curiosité statistique. Mettons un chiffre sur cette évidence, 97% des payeurs de pension sont des hommes, il y a donc moins de 25 000 femmes qui payent des pensions en France, contre environ 800 000 hommes. L'écart est colossal. Certains réseaux de pairs, comme le site Paternet, en viennent donc logiquement à suggérer que le changement de fiscalité crée un impôt discriminatoire. L'argument est le suivant, si vous votez un impôt en utilisant des caractéristiques détournées pour cibler précisément un groupe de gens, vous pouvez commettre une discrimination au nom d'une caractéristique sexuelle ou religieuse ou ethnique sans l'assumer. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le texte que ce n'est pas une discrimination. Alors, je vais essayer de prendre un exemple qui n'est pas proposé par Paternet pour illustrer ce procédé de manière fictive. Si, par exemple, un gouvernement de droite dur décide de passer la TVA sur les produits halal à 50% au lieu du taux habituel, au nom par exemple du bien-être animal, il pourrait y avoir une discrimination religieuse, même si ce n'est pas nécessairement le motif invoqué. Dans ce cas, une association pourrait plaider que puisque la viande halal est achetée à, disons, 97% pour la beauté du chiffre par des musulmans, alors il y a une forme de discrimination contre la population musulmane. Reste qu'il faut tout de même légiférer sur des sujets qui concernent parfois des groupes de gens à 97%. Un deuxième élément plus subjectif justifie ce sentiment de discrimination, le traitement médiatique de l'affaire. Personne n'a fait ressortir l'anomalie fiscale que représente un système où il existe une double peine d'avoir des charges et de payer des impôts dessus comme si c'était des revenus. Nombre de journaux, au contraire, présentent cette affaire comme un progrès pour les mères célibataires en ignorant que quelqu'un en paye le prix. Et même cette présentation-là me dérange intellectuellement. On dirait, à lire une certaine presse, que les pensions alimentaires sont versées par des hommes à leurs ex-femmes pour maintenir leur niveau de vie. Le juriste que j'ai interrogé sur cette thématique m'a bien précisé que les pensions alimentaires étaient destinées aux enfants et non aux mères dans l'esprit de la loi. Les mères font l'interface entre le père et l'enfant pour des raisons administratives évidentes, mais l'argent est destiné à assumer les frais quotidiens de l'enfant. En théorie, augmenter les pensions alimentaires n'est pas un coup de pouce pour les mères célibataires, mais un coup de pouce pour les enfants, une garantie que les enfants ne manqueront de rien et grandiront dans des conditions décentes. Mais aucun article de la presse grand public ne parle des enfants, un peu comme si c'était un détail anecdotique de l'affaire. Et c'est bien là ce qui me dérange. Traiter la problématique des pensions alimentaires sans jamais intégrer les enfants et leurs besoins dans l'équation en dit assez long sur le niveau de clientélisme de notre société. Les lobbies féministes ont un pouvoir d'influence qui n'a pas d'équivalent pour les enfants. Il n'existe pas de lobby d'enfants, évidemment. Mais du coup, en l'absence d'un lobby représentant et défendant vos intérêts, tout se passe comme si vous n'existiez pas. Et il se trouve que dans cette histoire, les enfants ne sont pas les seuls à ne pas avoir de lobby pour les représenter. En dépit d'une idée largement répandue en France, surtout dans les sphères politiques, l'argent n'apparaît pas ex nihilo. Quand on annonce qu'on augmente les revenus des mères célibataires, c'est qu'on a fatalement diminué les revenus d'autres personnes. Qui sont ces mystérieuses autres personnes qui n'ont pas de lobby pour les défendre? Étonnamment, vous ne trouverez quasiment aucun article à leur sujet. Rien sur des pères de famille qui se demandent comment ils vont gérer l'augmentation des pensions à payer et les changements de taxation. Tel que représenté par les médias, l'argent des pensions alimentaires vient de gens parfaitement invisibles, ce qui est l'illustration d'une longue tradition médiatique où les pères de famille sont assez rares, à moins d'en venir à monter sur des grues.
Je n'irai pas plus loin sur ce sentiment diffus d'une diabolisation systématique des pères de famille. Le sujet a déjà été largement traité, notamment dans une autre vidéo qui date un petit peu et qui est sur la chaîne Odyssée. Un dernier sujet que je tiens à aborder, c'est que la disposition fiscale proposée relève d'une forme de féminisme bourgeois. J'ai pris le soin de donner les montants nécessaires pour être imposable en 2022 pour un parent seul avec un enfant à charge. 1 700 € par mois. Ce n'est pas un revenu de PDG total, mais ce n'est pas non plus un revenu ridicule. Ce qui est intéressant, c'est que jouer sur la fiscalité ne concerne que des gens qui sont au-dessus de ce niveau de revenu. Et c'est un effet cumulable avec le nombre de parts imposables. Contrairement au ton parfois misérabiliste de certains articles, le but d'un changement de fiscalité n'est pas de venir en aide à des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou en dessous du SMIC. C'est de venir en aide à des gens qui sont au moins à 1,5 fois le SMIC et probablement plutôt, puisqu'ici on a pris une hypothèse d'un seul enfant, à 2 fois le SMIC, ce qui n'est pas tout à fait représentatif de la moyenne des cas de figure. En guise de conclusion, l'évolution des pensions alimentaires pourrait avoir des conséquences bien plus profondes que ce que leur traitement médiatique laisserait croire. L'évolution fiscale est une rupture majeure de l'esprit de la fiscalité française, et surtout, les choix qui sont faits prolongent et poursuivent le détricotage du modèle de la famille traditionnelle. De nos jours, les femmes demandent le divorce dans environ 75% des cas. En faisant financièrement porter aux hommes les conséquences de ce choix du divorce, on ne risque pas d'améliorer la situation, bien au contraire. Et ce n'est pas seulement les hommes et les femmes qui vont en pâtir, mais également les enfants, les grands oubliés de cette thématique.